L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïk FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance de tous les savoirs, l'émission d'actualité de l'Alliance israélite universelle. Comme d'habitude, depuis quelques mois, nous ne sommes pas encore en studio. Nous espérons retrouver bientôt les studios de Judaïk FM. Nous sommes chacun chez nous devant notre ordinateur, confinés et enregistrant encore le jeudi pour une émission qui sera diffusée ce dimanche. Donc, je suis en compagnie aujourd'hui, comme d'habitude, de Sandra Jérusalemi. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Vous êtes coordinatrice de l'enseignement supérieur de l'Alliance israélite universelle et nous avons le plaisir d'accueillir comme invité dans cette première partie Claude Sabat. Bonjour Claude. Bonjour. Vous êtes chargé de mission auprès de la direction du réseau scolaire de l'Alliance pour les collèges et lycées. Et ensemble, dans cette première partie d'émission, nous allons revenir sur une actualité quasi immédiate qui a été la réouverture des collèges en région parisienne, notamment pour les 6e et 5e, pas au-delà car nous sommes encore pour l'instant en zone orange. Claude Sabat, est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus sur cette réouverture qui s'est déroulée ces tout derniers jours et ce que cela a impliqué? Oui, alors effectivement, nous sommes en zone orange et en zone orange, seulement les classes de collège 6e et 5e, comme vous venez de le dire, sont amenées à reprendre d'une façon irrégulière d'ailleurs, puisque on n'impose pas, on est toujours dans le système de volontariat vis-à-vis des parents, mais toujours avec le maintien du protocole sanitaire qui a été défini par le ministère. Alors, ce protocole sanitaire, dans certains de nos établissements qui avaient déjà ouvert au niveau du primaire, maîtrisaient déjà le système et les mécanismes. Pour d'autres établissements, je pense principalement à Georges Leven qui n'a pas de primaire, il a fallu mettre en place ce protocole sanitaire et aménager l'accueil de ces élèves de 6e et de 5e. Je dirais que à ce jour, et à l'heure où je vous parle, nous avons eu hier, dans certains établissements, environ une vingtaine, voire 20, 25 élèves 6e, 5e qui se sont rendus dans nos établissements, avec bien sûr les professeurs présents et l'organisation mise en place. Je pense que ce chiffre augmentera de semaine en semaine pour pouvoir accueillir d'ailleurs ensuite les élèves peut-être de 4e et de 3e. C'est un vœu, en tous les cas, de notre ministre de l'Éducation nationale que de voir revenir pour quelque temps tous les élèves de collège au sein des établissements avant la fin de l'année. Oui, pardon. Du coup, comment se passe cet accueil pour faire revenir tous les élèves? Ça demande toute une organisation. Quelles sont les mesures mises en place et comment les élèves réagissent? Alors, les parents sont toujours un peu soucieux, nous le savons, hésitent. Et on l'a vu avec le primaire. Au départ, on n'avait que quelques élèves présents dans les écoles. Aujourd'hui, on a des groupes de 90, voire 100 élèves de primaire présents dans nos établissements. C'est-à-dire que les parents prennent confiance, se rendent compte du travail qui a été fait, et il faut saluer le travail des équipes, des chefs d'établissement et de leurs équipes, des enseignants également qui ont décidé de revenir. Ce n'était pas toujours évident pour eux, puisqu'on leur proposait de maintenir pour certains le travail à distance. Eh bien, il y a un retour progressif, je dirais, de la part des familles et des enseignants. Et j'espère en tous les cas que ce rythme-là va s'accentuer aussi pour le collège, pour avoir de plus en plus d'élèves d'ici la fin du mois de juin. Et je vous en dirai quelques mots un peu plus tard, si vous le souhaitez, concernant les examens, parce que ça va avoir un rôle important à jouer au niveau des examens de fin d'année. Alors justement, parlons-en tout de suite, parce que c'est l'une des questions brûlantes, à la fois pour le brevet, même si le brevet n'est pas un enjeu décisif pour les élèves, mais il y a eu beaucoup d'interrogations sur le déroulement notamment du bac. Jusqu'à il y a quelques jours, on pensait qu'au moins l'oral de français allait être maintenu sous une forme plus ou moins habituelle, mais maintenu finalement. La décision du ministre a été de ne pas maintenir
même cet examen. Donc concrètement, pour les élèves de nos écoles, comment se passe le bac et également le brevet? Alors, pour reprendre d'abord le collège et le brevet, et pour clôturer la partie troisième et collège. D'abord, les conseils de classe vont avoir lieu tout à fait normalement dans les collèges, pour toutes les classes, principalement pour la classe de troisième, qui est une classe d'orientation. Donc, par conséquent, il y a un conseil de classe, il y a un conseil d'orientation, et il y a même des conseils qui peuvent avoir lieu dans la particulier si les parents demandent à revoir la situation de leur enfant. C'est ce qu'on appelle les commissions d'appel. Donc, tout ça va se mettre en place très, très rapidement au niveau des collèges et est en train de se mettre en place d'ailleurs. Mais cela n'a rien à voir avec l'examen du brevet des collèges. Le brevet des collèges est normalement un diplôme qui est accordé aux élèves avec 50% d'enseignement, de notation en contrôle continu et 50% en examen. Cet examen devait avoir lieu entre le 29 et le 30 juin. Il n'aura plus lieu et tout va se faire en contrôle continu sur la base des évaluations et des notes qui ont été données par l'établissement hors du confinement. Donc, même les évaluations qui ont été faites en enseignement à distance ne seront pas pris en compte pour ne pas léser certains enfants qui n'avaient pas les mêmes possibilités que d'autres. Donc, cet examen sera validé, mais validé, et il faut le dire haut et fort à tous les parents, validé à la fin de l'année, le 4 juillet, sur une évaluation qui sera faite par les enseignants sur l'assiduité des élèves, puisque les cours vont continuer à avoir lieu en formation ou à distance ou en présentiel selon la situation de l'établissement en France, zone verte, zone orange, mais les élèves doivent suivre les cours jusqu'à la fin de l'année et c'est surtout sur la base de leur présence à tous les cours donc, et au rendu du travail qui est demandé, que sera accordé le diplôme du brevet des collèges. Soyons très, très vigilants. Il n'est pas question, comme cela se faisait les années précédentes, à partir du mois de juin et de la mi-juin, les élèves pouvaient se retrouver à être très, très facilement libérés de leurs cours. C'est quand même quelque chose qu'il faut, c'est une façon de fonctionner qui est totalement différente. Les enseignants ne sont plus convoqués aux examens et ils feront cours jusqu'au 4 juillet, que ce soit bien clair. Pour le baccalauréat. Oui, pour le baccalauréat, comment ça se passe pour les élèves, effectivement, pour les examens, et puis aussi pour le Parcoursup, pour l'orientation l'année suivante. Bien sûr. Alors, on va prendre les élèves de première, peut-être, pour expliquer aux parents comment ça va se passer au niveau des premières, puis on parlera des terminales. Pour les élèves de première, pas de baccalauréat, donc pas d'oral. Les notes et les évaluations se feront sur le premier et le deuxième trimestre, et une continuité des cours jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 4 juillet également, avec une évaluation sur la présence à tous ces cours et l'assiduité des élèves et le travail des élèves jusqu'à la fin de l'année. Donc, une note évaluée sur le travail de l'élève en présentiel pendant les 2 trimestres et une évaluation sur le comportement, le travail et l'assiduité de l'élève. Ça, c'est pour le baccalauréat français, sachant que d'ici la fin de l'année, on souhaite quand même continuer à travailler sur les textes avec les élèves, soit en présentiel. Si c'est possible, dans la zone orange, on attendra le 22 juin pour savoir si on peut élargir les mouvements des élèves pour les lycéens, soit en formation à distance. Pour le baccalauréat, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, toujours pas d'examen, bien entendu, pas d'examen. Les évaluations du premier et du deuxième trimestre et les notes du premier et du deuxième trimestre. Le travail des élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire en présentiel ou en formation à distance, obligatoire jusqu'au 4 juin. Et à ce moment-là, ensuite, il y aura une évaluation qui va se faire avec les notes et l'évaluation du troisième trimestre. Et en fonction de cette note, on va avoir plusieurs cas de figure.
soit l'élève se retrouve avec une note au-dessus de 10 et il a le baccalauréat, et il y aura à ce moment-là une commission composée d'inspecteurs généraux qui pourront donner des mentions tout à fait indépendantes. Tout à fait indépendantes. Soit l'élève a une note entre 8 et 10. Il aurait dû passer une deuxième série. Cette deuxième série existera en présentiel au courant du mois de juillet, entre le 5 et le 15 juillet. Une épreuve en présentiel pour pouvoir obtenir son diplôme et son baccalauréat et se retrouver en Parcoursup. Oui. Merci beaucoup Claude pour ce descriptif de ce bac totalement modifié. Juste quelques secondes avant de conclure sur Parcoursup, parce que c'était ces jours-ci que cela se gérait. Oui, alors pour Parcoursup, on a fait le point pour tous nos élèves de nos écoles de l'Alliance. On peut dire que entre 80 et 90% des élèves ont obtenu déjà une orientation Parcoursup validée. Validée, c'est-à-dire que parmi les choix qu'ils avaient faits, l'un de ces choix a été validé par l'école où ils voulaient aller, ce qui est déjà une bonne chose. Il reste environ entre 10 et 15% dans chaque école d'élèves qui n'ont pas obtenu d'orientation à Parcoursup. Il faudra attendre les résultats du baccalauréat et les différents mouvements qui vont se faire dans les prochains jours pour voir si ces élèves vont pouvoir bénéficier d'un établissement de leur choix. Merci beaucoup Claude Sabat pour ce tableau d'horizon de la situation dans nos collèges et lycées à l'Alliance israélite universelle, et je conclurai en rappelant le fonds d'urgence qui a été mis en place par l'Alliance en faveur des familles de nos écoles qui ont des difficultés financières liées à la crise sanitaire. Nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin des dons pour permettre à toutes ces familles d'être beaucoup plus sereines en cette année particulièrement compliquée. Nous comptons sur votre soutien financier à travers notre site aiu.org. Merci beaucoup Claude Sabat, et nous nous retrouvons dans une deuxième partie consacrée cette fois-ci au SNEJ. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission L'Alliance des Savoirs, l'émission de l'actualité de l'Alliance israélite universelle. Et aujourd'hui, une deuxième partie un peu particulière, puisque nous accueillons des étudiants du SNEJ. Et aujourd'hui, ce sont eux et elles, lui et elle, qui vont vous parler du SNEJ, ce programme annuel d'études juives. Ils vont vous en parler de l'intérieur. Et en particulier, ils vont vous raconter des événements récents qui ont eu lieu avant le confinement, dans le cadre des mesures barrières déjà, et qui auront lieu après le confinement, avec des mesures barrières également à distance cette fois-ci, puisqu'on est en ligne. Donc, j'accueille Ariel Assayag et Marie Clément pour cette émission du SNEJ. Bonjour Ariel et Marie. Bonjour. Bonjour Sandra, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, je suis en première année du SNEJ. Je suis diplômée de Sciences Po et de Dauphine, j'ai vécu pas mal d'années en Israël et je travaille maintenant en France. Et j'ai rejoint le SNEJ parce que j'ai grandi dans une famille où le sionisme a été très présent, mais le judaïsme, pour le coup, relativement totalement absent, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait. Bonjour, je m'appelle Ariel Assayag, j'ai 29 ans, je suis ingénieur en génie civil, diplômé de l'ESTP Paris et de Kedge Business School. Je poursuis actuellement ma deuxième année au SNEJ. J'ai reçu une éducation traditionnaliste basique, mais pas forcément très religieuse. La curiosité envers l'histoire juive et notre héritage culturel m'a amené à me poser toutes sortes de questions sur notre passé, mais aussi sur notre futur en tant que peuple. En définitive, j'ai une approche assez culturelle du judaïsme en pratiquant à un niveau médian, sans pour autant suivre à la lettre les prérogatives des uns et des autres. J'ai découvert le SNEJ par une amie, ce qui m'a amenée à assister au premier cours, et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une approche très intelligente de la religion, éclairée, qui dépassait un peu le Naaseh Venishma, le fait, tu comprendras, que j'avais eu de la plupart des rabbins, et ça m'a donné envie d'en savoir plus et de m'inscrire, et c'est comme ça que je me suis retrouvée au SNEJ. Alors j'abonde dans ton sens, Marie. Ayant fréquenté l'école publique, je voulais parfaire mon éducation juive sans pour autant basculer dans le prêt-à-penser. J'avais exactement la même sensation que toi avant d'intégrer le SNEJ, sauter le pas n'a pas été très difficile pour moi. Donc, je pense que dans un premier temps, on a tous les deux été attirés par ce côté court autour de la religion et de la culture juive, mais on a aussi découvert le leadership. Et l'objectif initialement, c'est d'organiser une journée de la jeunesse juive. Bon, c'est un projet qui a été un peu compromis par
notre ami Covid-19. Mais ça a été l'occasion de réfléchir sur ce qu'était la communauté juive, de confronter nos opinions et de voir que, y compris dans notre groupe, on avait des visions extrêmement différentes. Et rien que pour ça, c'était un dialogue qui était hyper intéressant. Alors, au SNES, il faut savoir que le leadership, c'est quelque chose qui me tient vraiment très à cœur. Ainsi, pour la fête de Pourim, et au cours d'un même office, je tiens à le préciser, on a fait lire les étudiants et les étudiantes ensemble autour du parchemin de la Megillah d'Esther. Alors, ça interroge sur la lecture par des femmes et des hommes. Donc, ça renvoie au traité Megillah 4a. On a Rabbi Yehoshua ben Levi qui dit « Les femmes sont obligées de lire la Megillah car elles aussi ont été sauvées par le miracle. » Donc, on sait que les femmes ont l'obligation d'écouter la Megillah parce qu'elles ont bénéficié du miracle du sauvetage. Ça, c'est pas du tout un sujet. Mais à partir de là est né un débat pour savoir si les femmes pouvaient lire la Megillah et en fait en rendre quitte les hommes. Donc, on voit que dans un cadre orthodoxe, la lecture féminine est acceptée. Donc, on parle bien d'un cadre orthodoxe, notamment en Israël et aux États-Unis, où on a des lectures par des femmes ou hommes-femmes mélangés. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée, comme Ariel, à apprendre la Megillah. Et pour moi, ça a été un énorme challenge, parce que de base, je ne suis pas très à l'aise avec la lecture de l'hébreu. Mon hébreu moderne, c'est que de l'oreille, et mon hébreu biblique est inexistant, parce que je n'ai jamais suivi de cours de Talmud Torah, je n'ai pas fait ma bat mitzvah, enfin, j'ai vraiment pas de connaissances là-dedans, et j'aurais sans doute dû utiliser Jofa. J'ai toujours été habituée à une lecture séfarade, donc je ne me retrouvais pas dans le sens et dans les mots. En fait, en écoutant une lecture ashkénaze, j'ai l'habitude d'une autre prononciation, et c'est grâce à un enregistrement séfarade, notamment celui de Torah Box, que je remercie vivement, que j'ai pu apprendre en partie la Megillah, mais ça valait pas Jofa, et je pense que Ariel va en parler. Personnellement, la lecture de la Megillah par le SNES m'a demandé un travail de fond autodidacte très important. Même si je suis séfarade, je me suis quand même lancé dans les thèmes ashkénazes grâce à l'application Jofa. Donc en 2 mots, c'est quoi Jofa? Et sans vouloir faire de publicité, même si l'application mérite à être diffusée très largement. Jofa est une application mobile réalisée par des femmes orthodoxes américaines avec un gros travail de fond pédagogique à la clé. J'ai utilisé l'application pour apprendre très efficacement le chapitre 9 de la Megillah de Pourim. L'application comprend quoi? Comprend le texte entier de la Megillah d'Esther avec traduction, l'audio à la demande, d'un simple clic ou toucher d'un verset, l'hébreu correspondant est chanté par une femme, tandis que le texte correspondant est mis en surveillance. Il y a aussi le Tikkun View, donc toujours avec un simple clic, on peut choisir de voir l'hébreu sous forme de texte voyalisé ou tel qu'il apparaît dans la Megillah avec les couronnes et sans voyelle. Donc c'était vachement intéressant, vachement prenant. Et je me revois encore réciter les versets dans le métro, les yeux rivés sur mon téléphone, les écouteurs à fond. Donc ça a laissé perplexe quelques-uns de mes voisins dans le métro, quoi. Du coup, moi, pour apprendre, j'ai commencé par déchiffrer donc l'hébreu. Ensuite, j'ai passé l'enregistrement pour essayer de lire à la même vitesse et de rajouter la cantillation. Donc, c'était vraiment le niveau au-dessus et ça a été assez difficile pour moi de lire. Clairement, ma lecture n'était pas du tout irréprochable, très loin de là. J'ai pas mal buté sur les mots. Mais en même temps, ça a aussi été un super moment parce que tout le monde m'a félicité, m'a encouragée, m'a dit que je ferais mieux l'année prochaine et que c'était courageux de l'avoir fait alors que je n'avais jamais lu. Et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir de me sentir intégrée comme ça parce que j'ai plus l'habitude des communautés juives qui jugent les juifs de Kippour comme moi, qui ne sont pas religieux, qui n'ont pas l'habitude du tout de faire ce genre de choses. Et là, c'était génial d'avoir autant de bienveillance et autant de soutien et d'intégration dans la communauté du SNEJ. Alors du coup, moi pour ma part, je voudrais juste revenir sur mon expérience en tant que lecteur de la Megillah d'Esther. C'était une expérience qui était vraiment très forte, déjà culturellement, chaque étudiant a pu prendre les thèmes qui lui correspondaient. Donc en fait, c'était un mix de rituels différents qui crée un melting pot à l'image du peuple juif. Puis niveau déguisement, c'était l'embellie. Moi, j'ai pu être déguisé en pharaon, ce qui dénotait pas mal par rapport à la lecture d'Esther. Et ça fait une bonne transition avec le côté leadership et diversité des profils au SNEJ. Et possibilité également de mener nos propres projets parce qu'au début du confinement, j'ai été très très contente de pouvoir mener une session du SNEJ. Ça a été un cours de 2 heures sur les Juifs en terre d'islam. Et en fait, il faut savoir qu'à côté de mon travail, je fais de la recherche en sciences des religions sur le chiisme, qui est une branche minoritaire de l'islam. Et pouvoir partager un sujet comme ça avec le SNEJ, dans un environnement avec autant de curiosité intellectuelle, autant de bienveillance et vraiment un dialogue exceptionnel,
Je trouve que c'est génial et ça montre la richesse des sujets qu'on aborde, la richesse des discussions qu'on peut avoir. C'est vraiment une communauté exceptionnelle. Alors effectivement, et Marie, tu parles des cours pendant le confinement. Donc pendant le confinement, tout s'est fait en ligne. Il a fallu s'adapter à la situation. Et pour le leadership aussi, il a fallu s'adapter. La grande journée qui était prévue comme événement concluant l'année et de fruit de votre travail n'aura pas lieu tel que prévu. Mais en revanche, vous allez organiser, certains d'entre vous vont organiser les séances de la fin de l'année du field leadership du SNEJ, notamment Ariel. Oui, tout à fait. Donc, juste un dernier mot sur le leadership actuel. Mesure Covid oblige, le SNEJ s'est adapté en poursuivant les conférences par Zoom. Donc, j'en profite pour préciser que j'ai convié l'association Betraverim à intervenir semaine prochaine pour une conférence Zoom. Pour ceux qui ne savent pas, Betraverim est l'unique association LGBT juive. Malheureusement, cette association n'est pas souvent invitée par les grandes institutions juives qui ont un avis souvent tranché sur la question. Nous, au SNEJ, on veut rencontrer tout l'éventail de la communauté juive et c'est ça notre force principale. Et dans un registre un peu différent, pour les prochains cours de leadership du SNEJ, on a une de nos étudiantes qui a décidé d'organiser une rencontre avec des artistes israéliens. Donc ça va être l'occasion pour Elisabeth de nous présenter une autre facette du leadership et ça va être hyper intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup Ariel et Marie pour ce retour de l'intérieur du SNEJ. Voilà, on espère avoir de nouveaux retours tels que ceux-là dans les prochaines émissions. Et on finit cette émission avec le calendrier des activités de l'Alliance, les activités culturelles de l'Alliance. Alors, tous les lundis à 21h, nous avons, comme d'habitude, le cours sur les Pirkei Avot à travers le commentaire du Maharal de Prague par le professeur Armand Abécassis, tous les lundis à 21h. Mercredi 17 juin, on continue le cycle de Arnaud Bicard sur le yiddish à travers 1000 ans de culture ashkénaze. Exactement, les deux dernières séances, les 10 et 17 juin. Les 9, 16 et 23 juin, Chouchani redécouvert, ce personnage complètement fantasmé, mythique, qui a inspiré les grands intellectuels juifs de l'après-guerre. Chouchani redécouvert, donc un cycle de 3 séances de 19h à 20h30 avec Sandrine Schwark. Ce jeudi 11 juin à 19h30, c'est la suite du cycle Crise civilisationnelle contemporaine et ce sera Dominique Folched pour nous parler de notre révolution antigénéalogique, la fracture anthropologique. Et le jeudi 25 juin à 19h30, la dernière conférence de cette année dans ce cycle proposé par l'Institut européen Emmanuel Levinas, complotisme entre droit au doute et choix de l'ignorance par Rudi Reichstadt. Pour s'inscrire à toutes ces conférences, vous trouvez toutes les informations sur le site aiu.org, www.aiu.org. Également nos informations sur Facebook, sur Instagram, au téléphone enfin au 01 53 32 88 55. 01 53 32 88 55. Et nous comptons sur votre soutien financier pour nous permettre à la fois de continuer ce très riche programme culturel et pour aider les familles en difficulté en ce moment. Merci beaucoup et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance des Savoirs. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.